BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 20, on est de retour sur BFM Business. Alors c'est la polémique qui monte, menace sur la réforme du régime de garantie des créances des salariés. Ah, ça c'est un sujet absolument prépondérant. Franck Morel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Flichy-Granger. Vous êtes ancien conseiller en relations sociales de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Vous co-publiez aujourd'hui avec Sébastien Leb pour le compte de l'Institut Thomas Sport une note sur cette réforme qui fait beaucoup causer. En gros, on schématise. Une entreprise est en difficulté aujourd'hui ou en faillite, si elle ne dispose pas des fonds propres, les salaires des salariés sont assurés par l'AGS, association gérée par le patronat, c'est ça? Absolument. Sauf que si on fait court, vous allez nous expliquer ça mieux que moi, une transposition d'une directive européenne menace de faire passer les intérêts des salariés loin après ceux d'autres créanciers. C'est ça, Monsieur Morel, si on résume Absolument, c'est le risque qui est contenu dans le projet de réforme tel qu'il est connu actuellement, de modification de l'ordre de paiement des créanciers et notamment à l'intérieur de cet ordre de paiement des créanciers, des créances salariales qui sont aujourd'hui super privilégiées, c'est le terme technique qui est utilisé, et qui sont garanties également par un assureur qui s'appelle l'AGS. Il faut noter un point historique qui est quand même intéressant dans l'affaire qui nous occupe, c'est que le super privilège des salaires est antérieur à la création de l'AGS. Nous le disons dans notre note, puisqu'il a été créé en 1935 et l'AGS, le mécanisme de garantie, a été créé par une loi de 1973. Dans la suite de l'affaire LIP, voilà, du dossier LIP. Absolument, à la suite de l'affaire LIP, de l'entreprise LIP en 1970. Donc les deux sont indissociables parce que c'est précisément parce qu'il y a ce rang super privilégié, qu'il y a des avances qui sont effectuées par l'AGS pour payer ses salaires et que l'AGS ensuite récupère dans un certain nombre de cas, pas tous bien évidemment, puisqu'on est dans des situations, on se trouve dans des situations de procédure collective, récupère les fonds qu'elle a versés. L'enjeu est important puisque c'est à peu près un quart, les avances récupérées au titre du super privilège des salaires, c'est à peu près un quart des recettes totales de l'AGS. Et alors, la conséquence de la transposition de cette directive, c'est que vous nous dites, mais expliquez ça nous, qu'on le fera monsieur Morel, les salariés ne perdraient leur super privilège, c'est ça? Bien sûr, puisque perdrait l'efficacité de leur super privilège, si vous voulez. Parce qu'à partir du moment où aujourd'hui le super privilège est placé en 3e position et vous le rétrogradez en 6e position, forcément dans la file d'attente, si vous me permettez l'expression, vous allez arriver bien plus tard et donc le risque de ne pas être payé, il va s'en trouver accru. Alors c'est un risque auquel répondent dans un premier temps les avances consenties par l'AGS. Et c'est du reste un des arguments qui nous est parfois opposé. Mais c'est pas de vitam aeternam, c'est ça que vous nous dites. C'est un tout, pas de vitam aeternam, parce qu'à partir du moment où vous allez fragiliser l'équilibre financier de l'AGS par cette rétrogradation et donc par une bien moindre récupération des créances, vous allez mettre en cause d'une manière ou d'une autre ce super privilège. Rétrograder du 3e au 6e rang les salariés, les administrateurs judiciaires deviendraient mieux servis ou servis en priorité notamment. C'est ça l'idée. On va écouter, parce que les administrateurs judiciaires sont venus nous voir ce matin, Monsieur Morel. Christophe Basse, président du Conseil national des administrateurs judiciaires, qui n'est pas d'accord avec nous, lui dit « Rien ne changera pour les salariés dans cette histoire ». Je vous propose de l'écouter sur une petite minute. Écoutez. On est fondamentalement attaché à ce système qui est l'amortisseur social dans les dossiers. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est vouloir, et je le lis ici et là, de la part de l'AGS, vouloir remonter dans des rangs qui n'étaient pas les siens, et notamment à la place des transporteurs qui ne seront plus payés demain, notamment à la place du crédit entreprise des réserves de propriété, donc plus de crédit entreprise demain, et ça c'est dramatique. Mais pourquoi vous, Conseil national des administrateurs, vous ne voulez pas que l'AGS remonte? Qu'est-ce que ça vous enlèverait? Non mais rien, je vais vous dire, Christophe Cuisine, nous personnellement rien, on était payés en priorité, on sera demain payés en priorité. Ça ne nous concerne pas. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc vous défendez plus les transporteurs ou les propriétaires de machines que les salariés? Absolument, parce que c'est le fonctionnement de l'entreprise. Ces gens-là sont le fonctionnement de l'entreprise. Donc il y a bien une priorité qui s'inverse. Pour une place qu'ils avaient déjà. Pour une place qu'ils avaient déjà, sauf que, et c'est très important de le souligner, ils n'étaient pas formellement marqués dans l'ordre de répartition. Il est vrai qu'il était très flou, il est vrai que c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue préciser les choses, il était grand temps de clarifier les choses, c'est fait, il n'y a pas de changement, n'ayez pas de peur là-dessus, et surtout pas les salariés, et ça c'est vraiment extrêmement inquiétant, les salariés seront garantis, ils seront payés,
quel que soit aujourd'hui le point important, le gouvernement y est attaché. Voilà, Christophe Basse, pourquoi lui nous dit, contrairement à vous, que rien ne changera pour les salariés, Monsieur Morel? Écoutez, j'avoue que je suis un peu perplexe par rapport à cette situation, oui. parce qu'en réalité, je crois que ce qui différencie les différentes approches, c'est le fait de considérer ou pas qu'il y a un lien indissociable entre l'action de l'AGS, l'action de garantie de l'AGS, oui, et le super privilège des salaires. Moi, je considère qu'il y a un lien entre les deux. D'ailleurs, il y a un principe qu'on appelle en droit de subrogation, oui, c'est-à-dire que l'AGS, quand elle verse les salaires, après, elle est subrogée dans le droit des salariés, c'est-à-dire qu'elle bénéficie ensuite des mêmes droits que les salariés pour récupérer ses avances. Alors, si vous me permettez l'expression, je crois que dans une période de crise énorme telle que nous connaissons, on aurait sans doute autre chose à faire que d'écrire des textes qui ne changent rien. Donc je ne pense pas que le texte, en l'occurrence, ne change rien. Et du reste, la totalité des organisations patronales et la totalité des organisations syndicales considèrent qu'il ne change pas rien. Donc ça fait un peu lourd. Pour des raisons diverses. Les syndicats craignent que les salaires soient moins bien versés. Les patrons, qui financent évidemment l'AGS, risquent des cotisations qui explosent du jour au lendemain. Le risque, si vous voulez, en pareil cas, puisque les deux sont intimement liés, c'est soit d'augmenter très fortement les cotisations, bien sûr, oui. Et très fortement, ça voudrait dire effectivement récupérer à peu près 1,5 milliard sur 3 ans, passer la cotise de 0,15 à 0,5, ce qui est énorme. C'est en plus pas le moment. Et c'est vraiment pas le moment. Ou alors de dégrader très substantiellement les garanties qui sont apportées par l'AGS. Aujourd'hui, on a le plafond de garantie qui est à peu près de 82 000 € par an, qui est le plus élevé d'Europe. On a du reste, d'une manière générale, le système qui est le plus généreux d'Europe, et c'est très bien ainsi, il faut le garder. Et donc tout ça, il faut le préserver. Alors, ce que nous avons voulu faire, la note que on nous a trois grosses minutes pour dévoiler vos 5 propositions. Exactement. C'est être force de proposition et pas uniquement être dans la critique. On propose évidemment de sanctuariser le super privilège, bien évidemment, mais on propose aussi d'offrir une garantie aux indépendants. C'est une population qui a beaucoup souffert pendant la crise et le gouvernement avait souhaité mettre en place, à travers la loi de 2018, une entre guillemets assurance chômage des indépendants. Aujourd'hui, il y en a très peu malheureusement qui en bénéficient. Et donc, on pourrait ouvrir la possibilité à l'AGS de garantir un certain nombre de versements en direction des indépendants. Il va falloir plus de moyens pour ça. Alors, pour financer ça, on propose de garder le plafond général de garantie de 82 000 €, qui reste le plus généreux d'Europe, mais de faire ce qui existe en Grande-Bretagne ou en Espagne, c'est à l'intérieur de ce plafond d'avoir un plafond moins généreux pour les dommages et intérêts. La priorité, c'est quand même de garantir les salaires directs, proprement dit. Et il ne serait pas illégitime de garantir de manière moindre les sommes indemnitaires, les dommages et intérêts qui ont beaucoup augmenté ces derniers temps et qui pèsent du reste sur les finances de l'AGS. Donc voilà l'autre proposition. Et puis nous proposons également de permettre à l'AGS d'intervenir également de manière plus importante en matière de reclassement, d'appui au reclassement des salariés. Un combat d'époque, effectivement. Voilà, ou de procédures préventives, de procédures de conciliation, par exemple. Aujourd'hui, l'AGS ne peut pas intervenir pour financer un certain nombre de sommes d'aide au reclassement notamment ou aux restructurations qui seraient versées dans ce cadre-là. Donc nous mettons sur la table toutes ces propositions et le pari que nous faisons, c'est que on a vraiment intérêt à avoir un système protecteur et on a vraiment intérêt à discuter tous ensemble pour consolider et pas fragiliser ce système protecteur et avec ces propositions. Ce que vous dites en tout cas, c'est que vous offrez au gouvernement une porte de sortie parce que la directive est là, il va falloir la transposer de toute façon, on est d'accord. Nous permettons avec ces propositions d'utiliser une porte de sortie par le haut, effectivement, pour mieux protéger les travailleurs, mieux protéger les salariés et faire quelque chose pour le coup qui change. Et à noter, vous le dites aussi dans votre note que j'ai consultée, vous dites tout ça n'a pas été débattu avec les partenaires sociaux, tout ça n'a pas été débattu au Parlement. Effectivement, vous avez une loi de 2007 qui prévoit que lorsqu'un projet de réforme traite des relations individuelles et collectives de travail et entre dans le champ de la négociation, il faut en débattre avec les partenaires sociaux et il faut lancer la perche pour éventuellement une négociation. Les salaires, les relations individuelles de travail, c'est quand même au cœur de la relation de travail. Et au moins en opportunité, il aurait été quand même pertinent d'organiser une discussion avec les partenaires sociaux. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard, sauf que le ministère de la Justice, pour l'instant, dit que ça n'est pas normalement dans le cadre d'une telle transposition. On n'a pas forcément organisé ce type de débat, finalement. Écoutez, je le regrette et je considère, pour ma part, que un sujet qui concerne les salaires, les créances salariales,
concerne véritablement le champ d'intervention des partenaires sociaux et des discussions pourraient être engagées avec eux. Il y a une échéance très proche, début de semaine prochaine pour la fin de cette concertation, je crois, visiblement. Oui, absolument. Absolument, avec une échéance de transposition qui doit intervenir avant l'été. Exactement. Et une échéance fixée par la loi d'habilitation, la loi Pacte, je crois, jusqu'à mai à peu près. Donc il y a urgence. Si on veut effectivement faire évoluer ce texte, ce projet de texte, il y a urgence pour mettre tout le monde autour de la table et puis trouver une voie d'atterrissage qui soit plus respectueuse des droits des uns et des autres. On risque d'en reparler, qui plus est dans la période actuelle, vous avez bien fait de le souligner. Merci beaucoup Franck Morel, merci de venir nous voir, avocat associé au cabinet Flichy-Granger, ancien conseiller en relations sociales de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, et donc vous co-publiez aujourd'hui avec Sébastien Lay cette note pour le compte de l'Institut Thomas More. Merci beaucoup d'être venu nous voir, à très bientôt.